Bonjour, merci d'être fidèle à Dimanche en politique chaque semaine à cette heure-là en direct sur France 3. Les débats sur le budget 2025 sont un véritable feuilleton. Ces dernières semaines, la gauche a marqué des points en faisant voter des amendements pour les plus riches ou en faisant supprimer des taxes. Mais il faudra attendre probablement la fin de l'année pour savoir à quelle sauce nous serons mangés. Invité de l'entretien de Dimanche en politique, Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français, membre du nouveau Front populaire. Vous avez vu qu'en Allemagne, cette semaine, Volkswagen a annoncé la fermeture de 3 usines, la suppression de milliers d'emplois et la baisse de 10% des salaires. Et la situation n'est pas plus reluisante pour les constructeurs français. Il y a des ventes en baisse, que ce soit chez Renault ou Stellantis. Est-ce que ça vous inquiète ? Bien sûr. Je suis très inquiet par ce qui se passe en Allemagne, avec une industrie qui se porte mal, mais qui se porte mal y compris en France, puisque de nombreux groupes continuent de délocaliser une partie de leur activité à l'étranger, et notamment au sein de l'Europe. La question énergétique est centrale, le coût des matières premières, mais la question énergétique. Et c'est une des raisons pour lesquelles je lance un appel à ce que la France se ressaisisse rapidement. Nous avons, nous, des atouts très importants, notamment avec la production d'électricité nucléaire. Il est urgentissime d'investir massivement pour que nous puissions proposer de l'électricité décarbonée, stable et pas chère aux Français, mais à nos entreprises et à notre industrie notamment. Ce que vous nous dites, il faut accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Oui, on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps en ce moment. D'abord, il y a encore dans la loi de programmation énergétique des menaces sur plusieurs centrales nucléaires en France. Il faut lever ces menaces et puis ensuite menaces de financement, et tout de suite engager les travaux pour pouvoir doubler notre capacité de production d'électricité d'ici 2050 pour sortir des énergies fossiles. Ça, c'est pour le climat, mais surtout parce que nous avons besoin d'une industrie. Nous avons besoin de produire en France ce que nous consommons en France, produire français. Et l'énergie, l'électricité, c'est l'atout maître que nous avons pour pouvoir relancer, donner un avantage compétitif à nos usines. Produire en France, vous savez que l'industrie automobile française, elle est liée à l'immigration. Il y a eu beaucoup de main-d'œuvre immigrée dans les usines automobiles, et c'est encore le cas aujourd'hui. Marine Le Pen, elle estime qu'il n'y a pas besoin d'immigrer quand il y a des chômeurs. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord, que Marine Le Pen essaye de se faire passer pour quelqu'un qui défend les travailleurs, quand son groupe et ses députés refusent de voter l'indexation des salaires sur l'inflation, refusent de voter la hausse des salaires tout court, faut arrêter avec ces manipulations-là. Ensuite, je refuse de dire... on a besoin de main-d'œuvre Je refuse de dire... Oui, mais aujourd'hui, par exemple, vous allez voir, dans les jours qui viennent, Michelin va annoncer la fermeture d'usines à Cholet, avec 1000 emplois concernés, à Vannes, 350 à 400 emplois concernés. C'est pas la faute des immigrés. C'est pas à cause de l'immigration. Même le patron Stellantis dit on a besoin de main-d'œuvre immigrée. Donc aujourd'hui, on a besoin de maintenir ces usines en France et de relocaliser une partie de l'activité. Et puis nous sommes un parti internationaliste. À travail égal, salaire égal, pour tous les salariés, quels qu'ils soient. Si, demain, nous avions des salaires plus élevés, indexés sur l'inflation, de bonnes conditions de travail, une retraite avancée, eh bien, ces métiers seraient attractifs. Et c'est ça qui compte. Et enfin, concernant... Ils seraient attractifs et il n'y aurait pas besoin d'immigrer pour que les Français y aillent travailler, c'est ça que vous voulez dire ? Mais bien sûr. Ce que je trouve scandaleux, par exemple, dans le bâtiment, aujourd'hui, une grande partie des salariés sont issus de l'immigration. C'est les patrons eux-mêmes qui utilisent cette main-d'œuvre... Sans papier d'ailleurs souvent. Utilisent cette main-d'œuvre exploitable et corvéable à merci. C'est de l'esclavage. C'est inadmissible. C'est une des raisons pour lesquelles nous demandons la régularisation des travailleurs sans papier, mais que nous demandons à ce que ces travaux pénibles, difficiles, soient correctement rémunérés. Enfin, c'est parce que ces métiers sont pénibles, difficiles, mal payés, qu'aujourd'hui, ils font appel à de la main-d'œuvre immigrée, et c'est une manière de tirer le coût du travail par le bas. Et ça, nous le contestons. Donc, en créant des richesses par le travail et par les salaires, non seulement on répond aux besoins du pays, mais en plus, on fait en sorte de redonner tout son sens au travail. On va parler maintenant des fonctionnaires qui semblent être dans le collimateur du gouvernement. Salaire gelé, prime pouvoir d'achat et peut-être bientôt jour de carence en plus pour les arrêts maladie. Le nouveau Front populaire est monté au front cette semaine. L'absentéisme dans la fonction publique est devenu une urgence absolue. 2 premières mesures pour y répondre. Allonger le délai de carence à 3 jours et plafonner le remboursement des congés maladie à 90%. Dans la fonction publique, nous sommes à
14,5 jours d'absence en moyenne par agent, alors que dans le privé, nous sommes à 11,6. Quelle honte de pointer ainsi les serviteurs de l'État! Stoppez cette stigmatisation! Vous avez abandonné, brutalisé, asphyxié les fonctionnaires territoriaux, les policiers, les personnels de l'éducation, les personnels de santé. Comment faire des économies au système de protection sociale? Certainement pas en imposant 3 jours non rémunérés aux fonctionnaires malades et en réduisant leurs indemnités. Aligner ce qui se passe aujourd'hui dans la fonction publique à ce qui se passe dans le privé est une bonne chose, c'est une mesure d'égalité, mais pas à n'importe quel prix. Ces mesures rapporteraient 1,2 milliard à l'État. Fabien Roussel, 3 jours de carence, donc non pris en charge par la sécurité sociale pour les arrêts maladie, pour les fonctionnaires. Comme pour les salariés du privé, donc. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Vous voyez, voilà le vrai visage du Rassemblement national. Il n'hésite pas à les taper sur les enseignants, les soignants, les policiers, les douaniers, en allant leur chercher 1,2 milliard d'euros dans leur poche. Ça, d'accord. Moi, je vais vous dire. C'est pour l'aspect politique. Mais les Français disent pourquoi les fonctionnaires ne sont pas traités comme des salariés du privé. Mais d'abord, ils sont traités aujourd'hui, les jours d'arrêt maladie dans la fonction publique sont équivalents dans le privé. Il suffit de voir les rapports. Donc, ce que dit le gouvernement est un mensonge. La deuxième chose, c'est que taper sur les fonctionnaires, dire qu'ils coûtent cher, c'est inadmissible quand on sait combien nos services publics sont importants. Moi, je ne dis pas qu'ils coûtent cher. Je dis qu'ils n'ont pas de prix. On a besoin d'enseignants, de soignants, d'infirmières. On a besoin qu'ils soient correctement rémunérés. Ils ont perdu 18 points de pouvoir d'achat parce que leurs salaires ont été gelés. Leurs salaires ont été gelés. Une catégorie C, quelqu'un qui est catégorisé dans la fonction publique, la plus basse catégorie, il plafonne à 1 400 € net et ça n'évolue pas. C'est-à-dire le SMIC. C'est-à-dire le SMIC. Mais bien sûr, mais est-ce qu'il y a pour vous des services publics qu'il faut renforcer et d'autres alléger? D'abord, je vais faire une proposition, moi. Comme vous allez recevoir le ministre de l'économie, du budget. Enfin, oui, non, mais comme il cherche des sous dans le gouvernement, au lieu de taper sur les fonctionnaires en allant chercher, en leur demandant de raboter sur leur congé maladie, d'autant que les congés maladie, les enseignants, par exemple, qui sont en contact avec les enfants, les soignants qui sont en contact avec des gens malades, ça veut dire qu'ils en contractent des microbes quand même. Bon. Moi, je vais lui refaire une proposition. Au lieu de taper sur les fonctionnaires, je propose qu'ils mettent en place une contribution exceptionnelle sur les revenus financiers. Les revenus financiers, c'est l'argent qui fait de l'argent. Vous savez à combien ils se sont élevés en 2023 ? 555 milliards d'euros de revenus financiers. Il suffirait de mettre 1% de taxes sur ces revenus financiers supplémentaires, ça fait 5,5 qui rentrent dans les caisses de l'État. Alors, je préfère taper sur le capital plutôt que de taper sur le travail et nos agents de la fonction publique. Parce que c'est au cœur des débats sur le budget en ce moment à l'Assemblée nationale. Ça fait 2 mois maintenant que Michel Barnier est à Matignon. Pensez-vous, au vu des débats qui se déroulent, qu'il est temps de censurer le gouvernement, comme le disent certains à gauche, et qu'il y a même urgence? Bien, je suis effaré par le cinéma, le cirque qui se déroule à l'Assemblée nationale, au Parlement. Quand je dis le cirque et le cinéma, je pense notamment au Rassemblement national avec sa réforme des retraites. Un coup, il vote blanc, un coup, il vote noir. Sur les taxes nouvelles qui seront prélevées sur les Français. Le juge de paix, ce sera quand le gouvernement va présenter le budget au Parlement par un 49.3. Sans tenir compte de tout ce qui se sera passé, il sera obligé de passer par un 49.3, immanquablement. Et à ce moment-là, oui, la gauche, le NFP, présentera une motion de censure. Et on verra. Qui votera ou pas cette motion de censure. Mais le plus vite possible sera le mieux, ou il faut attendre la fin des débats sur le budget? Ça, c'est de la... on peut gagner du temps aussi. Ça, c'est de la cuisine parlementaire. Il peut y avoir 10 49.3 ou un 49.3. À la fin, il y a un 49.3, ce qui est honteux. D'abord, parce qu'il faut laisser faire le travail du Parlement. D'ailleurs, les députés de gauche ont fait un gros travail pour éviter la hausse des taxes sur l'électricité, pour éviter le gel des retraites, pour aller chercher l'argent chez les plus riches et pas chez ceux qui en ont le moins. Alors, si Michel Barnier... on verra si Monsieur Barnier fait un budget qui s'attaque encore au budget, au pouvoir d'achat des Français, s'il tape sur les retraites des retraités, sur l'électricité, on verra justement qui vote la motion de censure ou pas. Si Michel Barnier était mis en minorité et démissionné, l'option pour le nouveau Front populaire, c'est Lucie Castet à Matignon. C'est toujours ça, le plan B?
Écoutez, une fois que M. Barnier sera... c'est pas lui en personne. Non, mais son gouvernement. J'ai rien contre Michel Son Barnier. gouvernement. C'est la politique qu'il mène. Est-ce que c'est Lucie Castet, le plan B? Une politique au service toujours des plus riches, de ceux qui en ont le plus, c'est terminé. Le plan B, il faut aujourd'hui, Lucie Castet, rien que il Lucie faut Castet. aujourd'hui une politique qui crée de la richesse par le travail. Vous ne répondez pas à ma question. Ce que nous voulons, nous, c'est créer des majorités parlementaires avec un budget qui réponde aux besoins de nos Mais concitoyens. vous ne parlez plus de Lucie Castet est une proposition que l'ensemble des forces de gauche ont mis sur la table. Il y en a d'autres qui pourraient aussi être discutées. On verra bien. La question aujourd'hui... Ça n'est plus elle systématiquement, ça. Vous avez vu... On a l'impression qu'elle est sortie du jeu, non? Non, mais le sujet, c'est pas une question de personne. Aussi. Non, c'est une question de politique. Enfin, vous avez vu que à l'Assemblée nationale, en commission des finances et même au Parlement, les députés de gauche, y compris avec les députés du groupe Lyot, avec les députés du groupe Modem, ont réussi à aller chercher 30 milliards d'euros de recettes supplémentaires sur le capital, sur les milliardaires, sur les dividendes, sur les plus-values boursières. Oui, mais petite parenthèse. C'est ça la politique que nous voulons mettre en œuvre. À propos du nouveau Front populaire, il va y avoir une élection législative partielle en Isère dans un mois. La France insoumise a investi Lies Loufoque avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Il est là. Par contre, les socialistes locaux préfèrent plutôt Amandine Germain, qui est conseillère départementale. Que soutiendra le Parti communiste? D'abord, nous avons des règles démocratiques dans notre parti. Et nous y tenons. J'y tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les communistes de la circonscription et du département qui décident, en fonction des réalités locales, quelle candidature présenter ou soutenir. Ils ont fait un appel à réunir l'ensemble des forces de gauche. Ils ont lancé un appel à ce qu'il n'y ait pas de dispersion à la responsabilité pour créer toutes les conditions de l'emporter. Et je sais qu'ils sont sensibles à soutenir une candidature locale qui connaît les réalités plutôt Amandine Germain. Et qui connaît les réalités du terrain. Si c'est leur choix, le choix que feront les communistes locaux sera un choix que nous respecterons. Parce qu'il y a quand même la logique du nouveau Front populaire aussi. Normalement, c'est une circonscription pour LFI. On s'inscrit dans une logique de la gagne, de la victoire. Et comment on crée les meilleures conditions de l'emporter partout, que ce soit en Isère ou dans d'autres circonscriptions? C'est la question, qu'ils doivent se poser. Ce sont les mieux à même de pouvoir y répondre. Donc, si c'est une Je sais qu'il y a des menaces qui pèsent sur l'emploi public, dans l'hôpital de cette circonscription. Et donc, qu'ils mesurent et qu'ils décident eux-mêmes de la meilleure candidature. Si c'est une candidature locale, vous avaliserez la candidature locale. Moi, je soutiendrai le choix qui sera fait par les communistes de l'Isère et de la circonscription. Olivier Perroux, grand reporter politique à l'Express, est avec nous pour sa carte blanche. Bonjour Olivier. On a parlé du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et il y a des défaites aussi, des fois, dures à digérer. Bonjour Francis. Bonjour Fabien Roussel. Alors, il y a 2 mois, vous perdiez votre siège de député du Nord. En juillet dernier, lors d'un conseil national de votre parti, vous aviez déclaré ceci. C'est une vague brune qui nous emporte. Si nous disions que c'est la faute de Jean-Luc Mélenchon, nous nous trompons. Mais maintenant, vous dites un peu l'inverse, et notamment dans Le Parisien, et vous disiez que si vous deviez repartir, ce serait sans l'Union. Alors, j'ai un peu de mal à vous suivre, monsieur Roussel. Mais d'abord, ces 2 derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps dans ma circonscription, à Saint-Amand-les-Eaux, dans ma ville, pour écouter, comprendre. Et la vague brune, elle est réelle, elle existe, elle a été très très forte dans beaucoup de territoires de notre pays. Et j'ai aussi entendu que beaucoup d'électeurs ont fait le choix, alors qu'ils votaient pour moi auparavant, se sont détournés. À cause de l'Union ? À cause de l'alliance avec la France insoumise. Alors, moi, je vais vous dire, je l'ai dit parce que je parle sincèrement, j'ai répondu à une question d'un journaliste et je parle sans langue de bois. Mais je ne cherche pas de bouc émissaire. Je cherche à gagner. Je cherche à créer les conditions que l'on en finisse avec ces politiques qui nous font tant de mal. En cas de dissolution en juillet prochain, vous serez candidat aux législatives sans l'Union? Non, c'est pas ça ce que je veux dire. D'abord, est-ce que vous serez candidat d'ailleurs en cas de dissolution? C'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, dans mon parti, nous avons fait le choix tenir une conférence nationale pour tirer les leçons de ce que nous venons de vivre, les élections européennes, les élections législatives, et puis pour savoir quels sont les combats que nous devons mener dans les semaines et les mois qui viennent. La question de l'industrie, des services publics, de l'argent, de la création de richesses par le travail, le climat. Nous voulons mettre ça, nous avons un projet, à défendre pour les Français. C'est très intéressant parce que nous voulons pouvoir le défendre. Fabien Roussel, lors de la NUPES, vous aviez été le premier à mettre le clou sur le cercueil.
Et là, le NFP, ça a l'air de marcher. Hein. Vous le disiez tout de suite, hein, ils ont fait un gros travail sur les amendements du budget. Alors, comment vous expliquez que ça marche aujourd'hui ? Bien, il y a 193 députés à l'Assemblée nationale. Ils ont réalisé, là, un travail important sur le budget pour montrer que d'autres choix étaient possibles. Pourquoi ça marche ? Qu'est-ce qui a changé ? Si je ne peux pas faire une réponse de plus de 40 secondes, c'est compliqué pour moi. Qu'est-ce qui a changé ? Il faut le dire aussi. Donc, je vous dis, ils ont fait un gros travail. 193 députés. En même temps, la France, elle n'est pas gouvernable aujourd'hui. Parce qu'il y a 3 blocs et aucun ne se distingue véritablement. Il nous manque une centaine de députés. Donc la question que je pose, que nous posons, comment on fait pour que, en cas de dissolution ou lors de prochaines élections, nous allions gagner ces 100 députés supplémentaires ? Et moi, je souhaite qu'à chaque fois, on se pose cette question dans chaque circonscription, dans chaque territoire. Et surtout, nous avons, nous communistes, un projet pour la France. Nous avons un projet pour la France. Vous n'avez pas répondu à la question de Olivier. Pourquoi ça marche mieux maintenant qu'à l'époque de la NUPES ? Pourquoi le nouveau Front populaire, ça marche mieux ? Non, mais là, d'abord, il y a 193 députés, donc il y en a plus. Donc ça pèse plus, notamment pour créer des majorités avec d'autres et pouvoir l'emporter. Donc on pèse plus. Et puis, enfin, permettez-nous, à nous communistes, de dire que nous avons un projet pour la France, pour notre industrie, sur l'énergie, sur l'utilisation de l'argent. Nous voulons pouvoir le présenter aux Français. Fabien Roussel, dans un entretien à l'Express, Elsa Faucillon, qui est députée communiste des Hauts-de-Seine, elle considère que sur certains sujets, la laïcité et l'immigration notamment, vous vous éloignez de la ligne du PCF et elle dit vous naviguez sur la mer réactionnaire du RN. Ce sont ses mots. Ce sont ses paroles. Elle a raison de s'exprimer. Oui, elle a raison de s'exprimer. C'est une critique à votre endroit. Mais non, je vais vous dire, nous sommes un parti démocratique, on lance une conférence nationale. Je suis très content que chacun puisse dire ce qu'il pense de la situation, de ce qu'il vit dans son territoire. Moi, je veux d'abord défendre les Français, leur pouvoir d'achat, le bonheur pour tous, l'indépendance de la France. Après, voyez, que tout le monde puisse s'exprimer librement. Et on va s'exprimer tout va bien se passer. Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de l'armée française dans la mort du dirigeant du FLN, Front de Libération Nationale, Larbi Ben Mdi, qui a été assassiné par des militaires français, a dit le communiqué de l'Élysée, 70 ans après le début de l'insurrection qui devait devenir la guerre d'Algérie. Est-ce que c'est un geste bienvenu pour vous ? C'est un geste important, bienvenu. Larbi Ben Mdi, c'est le Jean Moulin algérien. Qu'on reconnaisse qu'il a été tué, torturé par des militaires français, c'est important. Et ça vient après la reconnaissance du militant communiste Maurice Audin, mais aussi d'Ali Boumendjel. Mais franchement, d'abord, la reconnaissance doit aller plus loin, parce que ce n'est pas le fait de militaires, du lieutenant Ossarès, qui a été nommé général, c'est le fait de choix politiques menés par l'armée. Plus loin, ça veut dire quoi ? Et puis, reconnaître qu'il y en a eu des milliers. Mais reconnaître la colonisation de la France. Reconnaître la colonisation, les massacres organisés par l'armée à cette époque. Et puis, il faut arrêter avec les doubles discours du président de la République. On sait bien que d'un côté, il va au Maroc pour soutenir le Maroc dans la reconnaissance, la souveraineté du Sahara occidental, et qu'en faisant ça, c'est un affront qu'il fait à l'Algérie. Et nous, moi je dis que la France doit avoir des relations bonnes, équitables, justes, avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Nous avons des relations fortes à tenir avec ces peuples, et c'est ça qui doit compter d'abord. Merci Fabien Roussel d'avoir accepté notre invitation dans l'entretien de Dimanche en politique. Dimanche en politique qui continue. Rebonjour, suite de Dimanche en politique à l'issue d'un week-end de 3 jours pour beaucoup, le pont de la Toussaint, un jour férié parmi d'autres. Profitez-en parce que le gouvernement envisage d'en supprimer un de plus pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État. Tout est passé en revue pour trouver 60 milliards l'année prochaine et de préférence à travers des économies plutôt qu'en augmentant les impôts, même si à l'arrivée on pourrait bien avoir les deux. Invité de Dimanche en politique, Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre du Budget et des Comptes publics. On va d'abord partir en Espagne où les inondations catastrophiques ces derniers jours ont fait plus de 210 morts dans le sud-est du pays, dans la région de Valence, où le roi d'Espagne et le Premier ministre sont attendus. Aujourd'hui, les dégâts se chiffrent par millions. Des quartiers entiers sont toujours sous les gravats. Le gouvernement espagnol a envoyé des renforts de l'armée pour déployer. Un nouvel exemple des phénomènes météorologiques de plus en plus violents, liés, on le sait, au changement climatique. Il y a 15 jours, Laurent Saint-Martin, c'était en France. Des catastrophes qui coûtent de plus en plus cher. En 2023, l'État a déboursé 2 milliards au titre des catastrophes naturelles. Là, 2024, c'est pas fini, mais on a vu ce qu'on a vécu ces derniers mois. Est-ce que ça risque d'être plus ? D'abord, permettez-moi d'adresser à nouveau, au nom du gouvernement français, toute la solidarité et l'amitié au peuple espagnol dans cette terrible épreuve, plus de 200 victimes à date. Et effectivement, ça renvoie à des images aussi extrêmement graves en France que nous avons connues il y a très peu de temps.
Et vous avez raison, l'adaptation au changement climatique, c'est une priorité du gouvernement. Vous savez, le Premier ministre a dit... Est-ce que ça va coûter plus cher les catastrophes naturelles en 2024 qu'en 2023, où c'était 2 milliards en France? Oui, il y a une nécessité, effectivement, de mettre les moyens en face par rapport à ce besoin. Mais c'est aussi une question de prévention. Il y a ce qui s'appelle le fonds Barnier, justement, du nom du Premier ministre, quand il était, à l'époque, ministre de l'Environnement. Oui, mais voyez, ce fonds Barnier, c'est un fonds de prévention des risques là-dessus. Il va être en augmentation encore en 2025. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'accélérer la prévention et l'adaptation au changement climatique. Et puis, il y a l'action à très court terme, puisque vous me parlez de 2024. Le décret permettant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle va être publié là dans les tout prochains jours, mardi, normalement. C'est ça qui permet aussi d'actionner, à la fois avec les assurances, mais aussi l'accompagnement de l'État. Il faut être extrêmement rapide et extrêmement efficace dans ces cas de catastrophes naturelles. Mais vous ne m'avez pas répondu. Donc les catastrophes naturelles, ça va coûter plus cher cette année que l'année dernière ou pas ? Nous verrons à la fin de l'année. Nous avons peut-être que c'est parti, j'allais dire, il y a de quoi être pessimiste quand même. Oui, mais en fait, dans ces moments-là, c'est pas les crédits qui comptent, c'est est-ce que l'État est bien en capacité de soutenir en urgence les populations, les collectivités, les communes qui sont touchées par ce moment-là. Et l'État sera au rendez-vous. Nous avons un projet de loi de finances de fin de gestion pour 2024. Dès la semaine prochaine, il sera présenté au Conseil des ministres. Et nous aurons donc l'octroi des crédits nécessaires. Mais là-dessus, je veux être très très clair. L'État ne se défilera pas par rapport à la nécessité d'accompagner les territoires dans, malheureusement, ces catastrophes-là. En revanche, continuer à investir, continuer à financer non seulement la transition écologique, mais la prévention et l'adaptation au changement climatique, c'est bien une priorité de ce gouvernement. Alors l'État ne va pas se dérober face aux catastrophes climatiques, mais l'État va-t-il se sucrer sur le dos des consommateurs ? En jeu, vous voyez peut-être venir, une taxe sur les produits industriels qu'on trouve dans les sodas, les bonbons, ça fait beaucoup parler, je vous assure, surtout pendant ce week-end d'Halloween. Les pour défendent une question de santé, les contre disent qu'il faut en discuter. Le sucre, c'est une addiction. Et quelqu'un d'addict, si c'est plus cher ou moins cher, il va continuer à acheter. Faut-il davantage taxer nos boissons sucrées ? C'est le projet de certains députés, convaincus que ça en ferait baisser la consommation. Je vise les plats ultra transformés industriels. Je trouve que c'est une très bonne chose pour réduire le taux de sucre aussi. Certes, c'est nous qui payons, mais à la limite, si c'est juste sur des produits sucrés et donc non nécessaires à notre santé, je pense que ça peut être une bonne idée. Parfois, les produits sucrés, c'est des produits plaisir, donc c'est un peu gênant si on ne peut plus y accéder parce que ça devient trop cher. Ils ne pensent pas qu'on a suffisamment de taxes déjà. Ils veulent en rajouter. Je pense que ça ne va pas aider pédagogiquement au dossier parce que tout le monde sait très bien que ces taxes, c'est pour combler les trous. Ces taxes sont une très mauvaise chose puisque l'idée qui est aujourd'hui court serait de quasiment prélever entre la moitié et les 2/3 du résultat net des entreprises de l'agroalimentaire via cette taxe. Il faut qu'ils aillent vers des recettes utilisant beaucoup moins de sucre. Ça ne pourra se faire qu'avec la ministre de l'Agriculture, avec laquelle je souhaite véritablement que nous réunissions tous les industriels. Voilà, la ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, qui dit qu'il faut faire cette taxe, mais il faut faire aussi attention à l'agriculture, l'agroalimentaire, parce qu'avant, elle était beaucoup plus allante que ça, en disant il la faut cette taxe. Et vous aussi, vous le disiez comme ça, vous mettez de l'eau dans votre vin, là. Non. Est-ce que cette taxe, elle verra le jour ou pas ? Oui, mais ce que dit Geneviève Darrieussecq, j'y souscris parfaitement. Ça n'existe pas sans concertation. Ce que nous avons dit, c'est qu'effectivement, la fiscalité sur le sucre, mais aussi sur les produits transformés, sur ce qui a finalement un vrai impact sur la santé publique et sur la santé au quotidien de nos concitoyens, doit être posée dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc il doit y avoir une taxe sur les produits sucrés. Oui, mais il faut se concerter, il ne faut pas faire les choses brutalement. Non, mais cette taxe, elle aura lieu, elle existera. Moi, je suis pour, et je l'ai déjà dit, comme Geneviève Darrieussecq, qu'il puisse y avoir une taxe, notamment la poursuite de ce qu'on appelait la taxe soda, par exemple, qui sont les taxes, effectivement, sur les produits les plus sucrés. Et je crois qu'effectivement, nous devons continuer là-dedans. Mais qu'on ne se méprenne pas là-dessus. Ce n'est pas un enjeu de rendement. Ce n'est pas un enjeu de combler les déficits, comme je l'entends. Les rendements ne sont pas du tout au niveau du problème de déficit public du pays. La question, c'est est-ce que la fiscalité sert aussi à changer les comportements ou à inciter les industries agroalimentaires à changer un certain nombre de recettes, c'est ce qu'a dit la ministre de la Santé, pour qu'on puisse aller vers des produits plus sains, notamment pour nos enfants. Alors, attention juste sur les taux d'obésité et évidemment les problématiques de diabète qui existent dans notre pays. Vous dites ce midi, je crois que chacun existera, aussi en a pleinement conscience. Alors on va rester dans le domaine de la santé, c'est le mois sans tabac qui commence. Et parmi les associations de lutte contre le tabagisme, pour les associations de lutte contre le tabagisme, il n'y a qu'une seule solution, c'est de surtaxer ou de faire augmenter le prix du paquet de cigarettes pour faire baisser la consommation de tabac. Récemment, vous aviez dit non, on ne va pas augmenter le paquet de cigarettes. Est-ce qu'il va augmenter ou pas ?
La fiscalité sur le tabac ne va pas augmenter. L'année prochaine ou par rapport à l'inflation, oui, en 2025. Il va y avoir une augmentation modérée par rapport à l'inflation, mais il ne va pas y avoir de hausse de fiscalité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de hausse de fiscalité ? Non pas que le tabac, lui, soit meilleur pour la santé que le sucre, bien entendu. Bien entendu, il y a aujourd'hui un vrai fléau grandissant de contrebande. Il y a un vrai fléau grandissant d'achat parallèle du tabac. Et ce sont nos buralistes, que vous illustrez là, qui en payent le prix fort. Ce sont eux qui voient effectivement leur incapacité à avoir des clients qui viennent acheter d'autres choses, parce que vous savez que le chiffre d'affaires n'est pas sur le tabac, mais sur tout ce qui accompagne le panier moyen du consommateur, et parfois même effectivement des sucreries. Donc on a un réseau de proximité des buralistes qu'il faut aussi accompagner dans cette transition, mais juste pour vous dire... Vous dites que si le paquet de cigarettes augmentait, c'est leur survie qui serait en jeu. La consommation de tabac ne baisserait pas drastiquement par rapport à ce qu'on peut croire. Et 2, il faut d'abord lutter, et ça j'y tiens. Et il y a une proposition de loi, notamment du député Frédéric Valletoux, qui était ancien ministre de la Santé là-dessus, pour mieux, à l'échelle européenne, contenir les fournitures de tabac dans les différents pays, parce que vous voyez bien que ce sont nos pays frontaliers qui nourrissent finalement d'abord le passage d'un certain nombre de produits nicotinés partout dans le territoire français. Les trafics, on va parler de la lutte contre les trafics de drogue. Marseille, Rennes, Poitiers, théâtre de règlement de compte entre bandes ces derniers jours. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a dit qu'il allait mettre en place une task force pour lutter contre ces réseaux. Vous êtes le ministre des douaniers, Absolument. Justement. Est-ce que ça veut dire que les douaniers vont faire partie de cette task force et qu'il y aura plus de douaniers sur le terrain, voire des embauches ? Alors oui, et oui. Sur Alors, vos deux questions. D'abord, les moyens mis sur la direction des douanes sont des moyens renforcés, confortés, et ça depuis plusieurs années. Sur le terrain encore plus. Absolument. Nous avons besoin des douaniers dans la lutte contre le narcotrafic. Et le ministre de l'Intérieur, mais aussi le garde des Sceaux, ont raison d'en faire une priorité sous l'autorité du Premier ministre. Et il faudra effectivement compter sur les douaniers dans ce combat-là. Vous savez, dès mes prises de fonction, les tout premiers déplacements que j'ai faits étaient aux côtés des douaniers, notamment sur l'autoroute A1, pour aller voir justement les saisies de contrebande de tabac, mais pas que de tabac, évidemment aussi de drogue beaucoup plus violentes qui existent. Je l'ai fait également à l'aéroport de Roissy, et je serai vendredi, pendant que le ministre de l'Intérieur sera lui à Marseille, je serai moi-même à Strasbourg. Ça veut dire pour aller observer justement le travail au quotidien de nos douaniers. Il va y avoir plus de douaniers sur le terrain, il va y avoir des embauches de douaniers ? Oui, il faut des embauches de douaniers, oui, et puis il faut surtout qu'il y ait la meilleure coordination possible entre les forces de l'ordre, les douaniers, les services de justice, c'est ça l'efficacité. Et puis, il y a toujours mieux à faire, oui, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail international à faire. Il y a aussi beaucoup de travail sur la saisie et la confiscation. J'avais pu travailler quand j'étais au Parlement sur l'AGRASC, qui est l'agence de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Là-dessus, il y a un gros travail de progrès à continuer. Mais je ne veux pas minimiser la gravité de la situation. Les 3 événements que vous avez cités, Valence, Rennes, Poitiers, sont des drames absolus. Et ce sont des drames qui ont le même sous-jacent, le narcotrafic. Alors, et si on ne s'y penche pas à la racine, et si on ne s'y penche pas aussi auprès des consommateurs, eh bien, il y aura de plus en plus d'événements comme ça. Parce que Bruno Retailleau a dit, le consommateur de joint, il a aussi un goût du sang dans la bouche. Vous êtes d'accord avec ça ? Évidemment que le consommateur a une responsabilité finale. Pas de consommateur, pas de livraison et pas de fourniture. Enfin, chacun comprend ça de façon évidente. Sur le fait que sans consommation, il n'y a pas de deal, oui, bien sûr, c'est une lapalissade de dire cela. Donc il faut effectivement que les consommateurs prennent conscience de ce qu'il y a derrière eux, derrière leur consommation, au-delà de l'illégalité de la simple consommation. Il faut montrer du doigt les consommateurs. En tout cas, il faut les responsabiliser, leur faire comprendre que c'est à cause de la consommation, bien sûr, qu'il y a derrière tout ce que l'on observe, les rixes, les morts. Encore une fois, le jeune rugbyman de Romans qui a été dans le même club d'ailleurs que Thomas l'avait été il y a 1 an. Je crois que tout ça doit nous alerter collectivement. C'est pas un sujet de ministre de l'Intérieur uniquement ou du ministre des Comptes Publics ou du ministre de la Justice. C'est un vrai sujet de société qui est face à nous pour les prochaines années. À propos d'addiction et de taxes, le gouvernement veut doubler les taxes sur les jeux en ligne. Ça rapporterait 200 millions, ces taxes. Quels jeux en ligne ? Tous les jeux en ligne ? Non, c'est un débat que nous allons avoir en concertation avec l'ensemble des acteurs. Je les réunis mercredi matin, d'accord ? Donc vous savez, moi, ma méthode, je l'ai dit depuis le début de ma prise de fonction, c'est le dialogue, la concertation et faire les choses le plus intelligemment possible. On a un défi qui est celui, effectivement, du redressement de nos comptes publics. On a aussi un défi, parfois, c'est de rendre légal et mieux régulé des choses qui ne le sont pas. Les casinos en ligne, c'est le cas, par exemple. Ça va être rendu légal. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Non, mais vous pensez quoi ? Vous souhaiteriez que ce soit rendu légal ? C'était déjà parti comme ça. C'était une proposition initiale du gouvernement. J'ai demandé à ce que nous retirions l'amendement pour prendre le temps de la concertation. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des acteurs... définitif. Non, ce n'est pas un retrait définitif. On a besoin de la concertation. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des acteurs du quotidien à côté de nous
Il y a des casinos en physique dans les petites villes notamment. Il y a des collectivités locales qui en dépendent. Il y a aussi évidemment beaucoup de secteurs d'activité. Le secteur hippique, par exemple, qui peut dépendre de cela. Mais alors, par exemple, le secteur hippique, il va être taxé aussi. Non, moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'il puisse être protégé. Pourquoi ? Parce que derrière... C'est-à-dire les tiercés, PMU, etc. Mais moi, je souhaite surtout que les propriétaires, tous ceux qui font aujourd'hui la vie hippique de notre pays, puissent être protégés d'une fiscalité qui viendrait effectivement les empêcher de travailler au quotidien. Donc les jeux hippiques seront mis à côté. Je crois qu'il faut les protéger, absolument. Il ne faut pas qu'ils soient taxés. Absolument. De l'Assemblée au gouvernement, c'est votre parcours, résumé en quelques instantanés. À 39 ans, le nouveau patron des comptes publics est sympa. Il salue tout le monde. Ça va ? Macroniste de la première heure, c'est son tour de devenir ministre dans un pays en désordre budgétaire. J'ai pas eu le temps de ranger. Sa mission, impossible. Écoper de la dette sans vendre l'austérité aux Français. C'est ça le budget de la France ? Alors ça, c'est une toute petite partie des amendements qui sont discutés à l'Assemblée nationale. Il y en a à peu près 3800. Mais qui seront pas retenus. Mais certaines sont votées, avec ou contre l'avis du gouvernement. Sans majorité et sans le soutien du socle central, le ministre en est souvent réduit à une annonce. Le gouvernement, cela a été dit, je le répète, est à votre écoute, par définition. Je n'aurai qu'une seule ligne rouge, c'est de redresser nos comptes. J'arrive à un moment compliqué, j'arrive à un moment où il faut être responsable sur une situation et proposer des solutions. Pas de quoi décourager ce Toulousain de naissance qui affiche le maillot de rugby rouge et noir dans son bureau. Quand j'étais à l'Assemblée, j'étais membre du 15 parlementaire qui était l'équipe. Capitaine. On retrouve pas mal de valeurs du rugby en politique. Et moi, quand je vais dans l'hémicycle tous les jours, j'y vais dans un esprit de combat des idées, mais dans un combat très respectueux où on écoute l'autre. Ne me faites pas, Madame Panot. Je serai là autant qu'il faut l'être pour que nous puissions examiner l'ensemble des amendements, d'accord, et qu'il y ait un vote. Et comme au rugby, l'Assemblée a ses règles du jeu, dont la plus cruelle est le suffrage universel. Il est battu en 2022. Pourquoi est-ce que c'est beau un Parlement ? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire dans une vie démocratique ? Parce que c'est là où on réduit la violence en politique et où on délibère. Le voilà à présent de l'autre côté, ministre de Bercy, rattaché à Matignon, obligé de défendre à la fois le bilan d'Emmanuel Macron et le gouvernement Barnier qui penche à droite. Le gouvernement de Michel Barnier est probablement le gouvernement qui incarne le plus cet esprit et cette nécessité de coalition. Et moi, je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas davantage de sensibilité de gauche au sein de ce gouvernement. De gauche à droite, l'histoire d'un chemin parcouru qu'une photo résume bien. Ça, c'était quand j'étais député. Vous voyez, c'est mon fils aîné qui avait à l'époque quelques mois. J'avais plus de cheveux et une barbe plus noire. Voilà. Là, c'est des soucis probablement. Justement, le débat sur les recettes du budget va reprendre demain à l'Assemblée nationale. Vous serez au premier rang. La commission des finances, qui est présidée par Éric Coquerel, a fait voter des impôts supplémentaires sur les superprofits, les transactions financières, etc., qui pourraient rapporter 35 milliards d'euros, avec le soutien de certains de vos alliés, le MoDem en particulier. Est-ce que vous allez garder certaines de ces propositions ou pas du tout ? Mais là, vous parlez d'une véritable overdose fiscale. C'est pas 30, parce que 30, c'est seulement le projet de loi de finances. Vous ajoutez le budget de la Sécu, on arrive quasiment à 50 milliards. Vous ne retenez rien ? Pas qu'on retient absolument rien. Je dis juste qu'à un moment, il faut être raisonnable. On a mis 2 lignes rouges très simples. Il faut redresser les comptes avec un effort de 60 milliards d'euros. C'est la souveraineté de la France qui est en jeu. Si on ne réduit pas notre déficit, il faut y parvenir. Mais pas en matraquant fiscalement notre pays. Pas en demandant à tout le monde de se retrouver pas tout le monde, avec là, c'est les plus riches. Oui, enfin, c'est les plus riches, pardon. Quand vous parlez de l'assurance vie, c'est pas les plus riches, c'est des millions de contrats. Quand vous parlez, par exemple, surprofits, des taxes sur le partage de la valeur qui existent, les plans d'épargne retraite. Enfin, regardez la litanie de taxes qui ont été votées au Parlement, mais ça concerne évidemment tous les Français. Est-ce que vous êtes prêt quand même à en retenir quelques-uns de ces amendements ou pas du tout, parce que ça vient de l'opposition ? Alors, d'abord, par principe, je ne dis pas non parce que ça vient de l'opposition. Ça, c'est qu'on soit très clair sur la méthode. Par contre, ce matraquage fiscal tel qu'il a été présenté, oui, je le confirme, c'est hors de question. S'il y a un chemin sur lequel on peut s'entendre au Parlement, c'est plutôt dans la réduction de la dépense publique qu'il faut aller. Et là, nous aurons, je l'espère, la deuxième partie qui va pouvoir commencer dans quelques jours, ou alors nous l'aurons au Sénat, qui doit nous permettre de regarder là où l'État, là où les collectivités, là où la sécurité sociale peut continuer à faire des économies intelligentes, c'est-à-dire pas du rabot, c'est-à-dire en faisant mieux avec moins. Je crois que le vrai courage politique, c'est ça, c'est pas toujours taxer plus. Vous parlez d'overdose fiscale, mais le gouvernement n'est pas en reste. Augmentation de la taxe sur l'électricité, du malus sur les voitures thermiques, baisse des aides aux voitures électriques, baisse des aides aux entreprises. Ça, c'est de la baisse de la dépense. C'est pas de la fiscalité. D'accord, mais n'empêche que... Non, mais attendez, c'est très important. Ça dépend. Mais monsieur Letellier, c'est très important. Un chef d'entreprise qui voit les aides aux entreprises baisser, que ce soit fiscalité ou pas, de toute façon, c'est de l'argent qui ne revient pas. Ce chef d'entreprise a-t-il été protégé comme nul autre pays ne l'a fait
pendant la crise Covid, pendant la crise de l'énergie. Oui. Moi, j'étais rapporteur général du budget pendant la période du quoi qu'il en coûte. J'ai vu que vous avez repris le titre dans votre reportage. Le quoi qu'il en coûte, c'est des centaines de milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour empêcher que notre activité décline, pour empêcher que les Français se retrouvent au chômage, pour empêcher que les entreprises par exemple, la taxe disparaissent. sur l'électricité, Attendez, laissez-moi vous juste la terminer. justifiez, la taxe Juste sur terminer l'électricité, là-dessus. ça, c'est que tout le monde paye ça. On a mis des boucliers là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise de l'énergie après la guerre en Ukraine? Les prix ont flambé partout dans le monde. La France a décidé de protéger la facture de ses concitoyens avec ce qui s'appelait le bouclier tarifaire. Souvenez-vous. Vous connaissez le prix du bouclier tarifaire? 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros pour la collectivité. On le clair, retire parce que l'inflation est derrière nous. Nous allons avoir une inflation sous les 2% en 2024 donc en 2025. c'est le moment d'augmenter la taxe. Donc on revient effectivement à des niveaux, et peut-être effectivement même au-dessus, parce que nous avons besoin d'aller vers à la fois une baisse de la facture de nos concitoyens, et ça je m'y engage. Tous les Français qui sont au tarif réglementé verront leur facture baisser au 1er février, 9%, et puis la participation à la réduction de notre déficit public est une affaire collective. Donc ça pourrait même être un rattrapage. Ça peut être un rattrapage. Michel Barnier a déclaré avoir découvert une situation des finances catastrophique lorsqu'il est arrivé, et il va y avoir une commission d'enquête sur pourquoi on en est arrivé là. Notamment Gabriel Attal, qui pourrait être entendu. Lui, il est candidat pour être à la tête du parti Renaissance. Est-ce que s'il est candidat à la tête du parti Renaissance et qu'il est élu, il peut rester président des députés Ensemble pour la République? Ça, c'est les députés du groupe EPR qui le décideront. Vous les connaissez encore? Oui, je les connais très bien, et ce sont des amis avec qui je travaille tous les jours, justement, dans le cadre de ce budget. Mais c'est le choix souverain du groupe, d'accord? Donc, évidemment, ce n'est pas à moi de dire ce que Gabriel Attal doit faire, et surtout ce que les députés du groupe doivent élire là-dessus. Mais je ne sais plus quelle était votre question initiale. Savoir s'il devait rester à la tête des députés Ensemble pour la République. Moi, je trouve que Gabriel Attal est un leader, évidemment, de notre formation politique. Il a toute légitimité, et je trouve très bien, d'ailleurs, qu'avec Elisabeth Borne, ils aient pu former un duo, un ticket, avec Elisabeth Borne, qui sera donc présidente du Conseil national là-dessus. Je trouve que ça fonctionne très bien. Le groupe, c'est l'affaire du groupe. Ne comptez pas sur moi pour faire de l'ingérence dans la vie quotidienne du groupe. Nous avons déjà beaucoup de discussions autour du budget. Oh oui, on en a évoqué. On va retrouver Olivier Perroux, grand reporter politique, pour sa carte blanche, grand reporter politique à l'Express. Rebonjour Olivier. Rebonjour Francis. Bonjour Laurent Martin. Alors, on vient de voir dans le reportage, vous regrettez un peu qu'il n'y ait pas de ministre venu de la gauche, comme vous. Ça veut dire que ce gouvernement, il est trop à droite? Ça veut dire que c'est un gouvernement de coalition, et probablement que nous n'avons jamais autant poussé la logique de coalition. C'est normal, c'est aussi l'issue des élections législatives. Et le président de la République, d'ailleurs, l'a dit à plusieurs reprises. Nous avons besoin d'une culture de coalition qui n'est pas, il faut reconnaître... Mais déséquilibré, parce qu'il n'y a pas assez de ministres de gauche, selon vous. Et je l'ai dit et je vous le redis, je regrette qu'il n'y ait pas assez de ministres issus de la gauche. Et le Premier ministre le souhaitait lui-même. Mais il le souhaitait lui-même. Il le souhaitait lui-même. Le problème, c'est qu'on a un parti socialiste dont une frange social-démocrate serait tout à fait légitime à participer à ces gouvernements d'union, ne l'a pas souhaité, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, des raisons électorales et de socle NFP qui ne souhaite pas désolidariser. Parmi vos collègues, parmi les ministres les plus influents de ce gouvernement, il y a notamment Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, pour qui l'immigration, je le cite, n'est pas une chance. Par exemple, ça vous dérange? En tout cas, je ne partage pas cette phrase. Mais vous savez, il va falloir vous habituer à ce qu'un gouvernement de coalition soit composé de ministres qui ne pensent pas tous la même chose. Oui, mais quand on vient de la gauche comme vous, cette phrase n'est pas anodine. Je ne partage pas ces propos-là et cette idée-là. Je considère que l'immigration... On ne peut pas dire que l'immigration n'est pas une chance, mais c'est mon opinion à moi. Bruno Retailleau a-t-il le droit d'avoir la sienne? La réponse est oui. Peut-on avoir enfin dans ce pays, mais je le dis vraiment en toute sincérité, peut-on avoir enfin dans ce pays un esprit de coalition qui réunit des formations? Les Allemands, les Espagnols, les Belges, les Italiens le font depuis des décennies. Ah bon, voilà. Donc on n'a pas le droit d'être en coalition et de trouver des compromis. Eh ben je pense qu'il est temps. Eh ben je pense que le 21e siècle demande aussi aux Français cet esprit de coalition. Ce n'est pas qu'une question d'opinion d'un ministre ou d'un tel. Sa réforme de l'immigration, par exemple, qu'il veut mettre en place, est-ce qu'elle vous va et est-ce que vous la porterez, vous la défendrez? Nous verrons ce qu'il y a dedans, d'abord. Il a déjà dit, conditionnement, versement des allocations familiales, durcissement des conditions du regroupement familial, ça vous va, ça? J'ai entendu Bruno Retailleau surtout parler de la nécessaire efficacité que l'on devait mettre en œuvre, et il a raison. Et il y a eu une loi immigration, je vous rappelle, il y a maintenant un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, qui doit d'abord trouver son application. Moi, vous savez, dans la loi, je ne suis pas pour l'inflation normative, je suis d'abord pour l'efficacité de l'application de la loi. Donc d'abord, veillons bien à ce que ce qui a été voté
puisse être bien mis en application. Il y a aussi, ça ne vous a pas échappé, des articles qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel. Si une nouvelle loi permet effectivement de les remettre au Parlement pour s'assurer que cette fois-ci, ils soient davantage conformes à notre Constitution, j'y suis tout à fait favorable. Moi, l'esprit de la loi de décembre 2023, j'y étais favorable, donc je peux tout à fait être favorable à la poursuite et à la reprise de ces articles-là. Vous êtes favorable au délit de séjour irrégulier, par exemple? Non mais ce débat-là, pardon Olivier Perroux, c'est pas aujourd'hui. Non mais je suis ministre des Comptes publics et du budget. Nous avons déjà là fort à faire pour redresser les comptes de notre nation. C'est la responsabilité de ce gouvernement. Nous verrons en temps et en heure d'abord s'il y a un projet de loi et s'il y a un projet de loi, quel est son contenu. Sur l'efficacité, vous êtes invité demain à un séminaire gouvernemental par Michel Barnier pour trouver un plan d'action sur 3 ans. Mais dans 3 ans, ce sera l'élection présidentielle. Alors, vous préparez déjà l'après-Macron avec Michel Barnier? Alors, l'erreur absolue serait de considérer que d'ici 2027, il ne faut pas agir. Vous savez, la politique, c'est évidemment du court terme. Et vous préparez l'après. J'ai entendu votre question. Nous avons d'abord besoin d'inscrire d'ici 2027, on parle de 2 ans et demi, d'ici 2027, un plan d'action. Les réformes de structure, nous avons besoin de les relancer dans notre pays. La seule politique de réduction de la dépense publique que nous avons fait sans réforme structurelle ne suffira pas, et je l'ai toujours dit, et je le dis sans phare. Nous avons besoin d'un agenda réformateur, et c'est ce que nous allons faire à ce séminaire. Préparer l'après-Macron, ça veut dire que Michel Barnier pourrait être un candidat, par exemple? Mais je vous laisse à ces débats qui n'intéressent ni les Français aujourd'hui, ce n'est pas du tout le calendrier, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Je vous réponds, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, j'ai un enjeu de réduction du déficit public sans... Je vais vous dire un truc très simple. Vous répondez pas s'il est légitime. Non, mais parce que c'est inintéressant au possible ce débat-là. On est très loin de 2027. Et moi, je vais vous dire un truc. Pierre Mendès France disait qu'un pays qui ne sait pas redresser ses comptes publics est un pays qui s'abandonne. Donc, avant de passer à 2027, pensons au budget 2025. Je vous assure que c'est la priorité. Merci Laurent. Justement, à propos de budget, parce que Michel Barnier dit hors de question où on va essayer d'éviter le 49.3. Ça, on l'a déjà entendu dans le passé. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement envisage de faire tenir les débats, si c'est nécessaire, jusque 20 décembre, 21 décembre, 22 décembre, s'il le faut? S'il le faut, oui. Je crois qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement de accepter que les débats se passent au Parlement. Même si ça dure jusque fin décembre, grosso modo. Mais d'abord, ça dure souvent. Un budget normal, ça s'arrête à peu près vers le 20 décembre. Voilà. Et après, ça part au Conseil constitutionnel. Il y a eu déjà le 49.3, par exemple, l'année dernière, pour le faire passer. Là, est-ce qu'il faut attendre le dernier moment pour le 49.3 ? Nous verrons selon la teneur des débats, d'accord ? Nous avons dit que nous voulions que l'Assemblée nationale puisse voter sur son budget. Après, il y a le Sénat qui fera de même. Et puis, nous verrons bien si les chambres se mettent d'accord. Et puis, nous déciderons à ce moment-là. Permettez que nous soyons respectueux des délais et des débats. Et puis, nous verrons, ça nous renvoie à début décembre à peu près à ce moment-là, ce que nous ferons. Ce sera la date limite, début décembre. Début décembre, le Sénat aura débattu, aura délibéré, et nous verrons s'il y a une possibilité de mise en accord des 2 textes, et le gouvernement verra, en fonction du texte, s'il engage sa responsabilité ou non. C'est trop tôt pour le savoir. Revenons sur la visite d'État de 3 jours au Maroc d'Emmanuel Macron qui a été accompagné de 130 personnes et qui suscite toujours des interrogations. Fallait-il inviter autant de monde ? Tous ceux qui étaient de la partie étaient-ils réellement indispensables ? Selon l'Élysée, cette visite a permis de conclure plusieurs contrats et accords d'investissement pour un total de 10 milliards d'euros. Parmi les entreprises bénéficiaires, j'en cite quelques-unes, pas toutes, Alstom, Safran, CMA CGM, Suez, Veolia, Total Energy. Combien ça coûte un voyage comme ça ? D'abord, il faut se réjouir du réchauffement des relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Vous parlez des engagements économiques qui en découlent, mais au-delà de ça, les engagements diplomatiques sont extrêmement forts pour nos 2 pays. Combien ça coûte un voyage comme ça ? Je ne sais pas vous dire le prix du voyage officiel en soi. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous réfléchissez en impact que cela a pour notre commerce extérieur, pour l'influence économique de notre pays et l'amitié entre nos 2 pays, ça a probablement un coût. Mais ça n'a pas de prix. Parce qu'en juillet dernier, la Cour des comptes avait souligné un dérapage des dépenses en réception et déplacements présidentiels et préconisait même un encadrement des délégations qui vont à l'étranger. Vous qui êtes ministre des Comptes publics, quand vous entendez ça, c'est un avertissement. D'abord, il faudrait regarder en détail, si vous voulez le faire. Moi, par exemple, j'ai été, avant mes fonctions de ministre, directeur général de Business France. Et nous partions souvent avec des délégations en accompagnement. Ce n'était pas sur les frais de l'Élysée que cela se faisait. C'était les entreprises elles-mêmes qui accompagnaient et qui payaient. La Cour des comptes dit l'Élysée doit réduire ses déplacements. Oui, mais on voit souvent beaucoup de monde, notamment d'entreprises, de monde économique, etc. Elles y vont aussi régulièrement par leurs propres moyens. Et c'est tout à fait normal. Donc, la question est la suivante. A-t-on besoin d'une France forte diplomatiquement et d'aller
faire ce travail-là avec notre monde économique pour aller gagner des contrats, pour pouvoir être influent et puissant ailleurs qu'en Europe? La réponse est oui. Et donc on a besoin, mais on a besoin de faire ce travail-là, évidemment, et de ces délégations officielles. Vous avez parlé de 10 milliards d'euros, je crois, de contrats signés. Bon, je crois que c'est un bon investissement. Équilibré là. Merci Laurent Saint-Martin d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Réalisation Tristan Nolin, rédaction en chef Claire Sébastien. Tout de suite, l'actualité de la mi-journée, ici 12-13 dans votre région. Bonne semaine, bon dimanche, à la semaine prochaine.